Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous avec une nouvelle invitée et une invitée, je le dis tout de suite en commençant, qui n'a pas de problème de vision, mais qui va vous expliquer quand même dans le détail un petit peu quel a été et quel est d'ailleurs toujours son lien avec les personnes non-voyantes. Vous allez voir aussi que c'est une personne qui ne vient pas d'ici, mais je vais vous laisser l'expliquer elle-même. Elle s'appelle Lucille Lebien. Bonjour Lucille. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui. Donc, comme vous le remarquez, notre invité a un accent français, européen, ou on peut... Français. Et en plus, Lucille, nous, au Québec, on est plus habitués à des personnes un peu plus âgées. Oui, c'est ce qu'on m'a dit souvent ici. Est-ce que dans ton coin de pays, c'est fréquent? Ou? Je dirais pas que c'est fréquent, mais il y a quand même plus de Lucille en France qu'ici, et puis c'est pas considéré comme un nom un peu plus vieux. OK. Ouais. Parce que là, toi, t'es pas vieille, là. Non, je suis pas vieille. Non, j'espère pas. non, juste Des fois, je me sens vieille, mais... Non. Non, c'est juste pour situer les gens. Tu as un lien surtout avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Oui. C'est ici qu'on t'a connu. Et à la SAM, on va dire la SAM. La SAM. Tu es dans les plus jeunes, là, quand même. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, avant de nous parler de ton lien avec la SAM, j'aimerais, même si tu n'as pas de problème de vision, que tu nous expliques un peu, exactement d'où tu viens et comment c'était pour toi l'enfance, la naissance. Quel genre d'enfant tu étais? Oui. Et peut-être que tu pourras nous expliquer un peu le style d'études qu'il y a là-bas et que tu as fait. Donc, je te laisse nous parler un peu là-dessus. Oui. Alors, moi, je suis née dans la ville de Cognac. C'est Cognac, pour le situer un peu en France, c'est à l'ouest de la France, proche de Bordeaux. Et c'est ça, enfant, j'étais une enfant plutôt calme, assez réservée. Puis c'est ça, j'ai été très sportive, puis j'ai toujours aimé ça, le sport. Dès le jeune âge? Ouais, dès mon plus jeune âge. Au début, c'est un peu mes parents qui m'ont forcé à faire du sport parce qu'ils voulaient qu'on fasse une activité sportive. Puis finalement, j'y ai pris goût et j'ai testé plusieurs sports et j'aimais ça, ouais. Et c'était quoi les sports que tu... est-ce que tu te souviens, mettons, le premier sport que tes parents t'ont comme un peu forcé à faire? Ils m'ont pas vraiment forcé à faire un sport, ils nous laissaient le choix avec mes sœurs, mais j'ai fait ce que faisaient mes sœurs. J'ai voulu faire comme mes grandes sœurs. Puis le premier sport, c'était de la danse. De la danse moderne, mais j'ai jamais été bonne en danse, puis j'aimais vraiment pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que j'en ai fait 3 ou 4 ans. Mais tu voulais vraiment le faire parce que tes sœurs le faisaient? C'est ça, j'avais pas trop d'idées de quoi faire, j'étais vraiment petite à ce moment-là, donc je me suis dit, je vais faire comme mes sœurs. T'as plusieurs sœurs? J'ai 3 sœurs. Donc, 3 sœurs, ouais. donc vous êtes 4 filles. On est 4 filles. Nous, on est 4 gars chez nous. Ah ouais? Ça doit être différent. Oui, mais toi, t'étais la plus jeune, ou Non, moi je suis la 3e. OK, il y en a une après toi. Il y en a une après moi. OK. Ouais. Donc, la danse moderne, tu l'as fait... J'en ai fait 3 ou 4 ans, puis j'ai jamais été passionnée, mais je le faisais parce qu'il fallait faire du sport. Puis après ça, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'aïkido. L'aïkido? De l'aïkido. Ah, de l'aïkido. Oui, c'est un sport de combat. OK. Et puis, un art martial plutôt. Puis après, j'ai fait du handball, comme vous dites ici, nous on dit handball. Puis ça a été, j'ai été prise de passion par ce sport-là. J'en ai fait
près de 10 ans, je pense, à peu près, jusqu'à ce que je me blesse et que je puisse plus. Oh, quand même. Mais, que je puisse plus, je pourrais continuer, mais je me suis trop blessée, donc ça m'a presque un peu dégoûtée de ce sport, mais ça a été un sport que j'ai pratiqué avec passion pendant très longtemps. Et là, c'était quand même très différent de la danse, quand on parle des arts martiaux, Oui, après j'ai testé d'autres choses. Quand j'ai grandi, j'avais le goût de tester autre chose. Puis ça a été ça. Les sports collectifs, j'ai toujours aimé ça, le basket et puis le handball. Est-ce que tes sœurs, eux, ont été vers ça ou c'est des idées qui te sont venues plus tard en grandissant? Ma petite sœur a été vers le handball, on a commencé en même temps. OK. Ouais, puis elle a continué. Puis elle joue à un très haut niveau. Ah oui, OK. Ouais. Et puis mes grandes sœurs, non, elles ont fait plutôt... Marie, elle a fait du tennis. Et puis Agathe, plus jeune, elle a pas tant aimé le sport, mais là, aujourd'hui, elle fait beaucoup d'escalade. Et moi, actuellement, je fais beaucoup d'escalade aussi. Ah, tu fais de l'escalade, toi aussi? Pour remplacer le hand, je me suis dit, je vais faire de l'escalade. Et puis l'escalade, c'est quand même assez physique, là, quand même. C'est très physique, ouais, c'est vraiment très physique. Ça travaille tout le corps de A à Z. On découvre des muscles qu'on n'avait jamais sentis dans son corps. C'est vraiment, c'est plein de choses différentes. C'est le goût du challenge, c'est l'adrénaline, c'est l'effort physique. J'adore ce sport. Ouais. OK. Et on va en reparler parce qu'il y a eu un essai qui a été fait à la SAM avec l'escalade. Ouais, exactement. Tu y étais, je crois. Oui, j'y étais. Donc, on va pouvoir en parler plus tard. Les études, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi, les études? Tu peux nous expliquer un peu... c'est pas les mêmes termes qu'ici, hein? Non, c'est ça, c'est pas les mêmes termes. Mais je pense qu'on a le primaire qui est similaire. OK. Vous aussi, vous avez le primaire, oui. Nous, c'est pareil. Ensuite, vous avez le secondaire. Oui. Nous, c'est le collège. OK. Quand on parle du collège, pour nous ici, c'est le secondaire. C'est ça, exactement. Okay. Puis après ça, je pense qu'il y a votre cégep, ça correspond à notre lycée, à peu près. Ah, peut-être une année près, mais c'est ça. OK. Nous, c'est le lycée. OK. Puis après le lycée, on a les études supérieures. Donc là, on va à l'université. Et puis, c'est ça, moi, j'ai fait 2 ans d'études dans le milieu du commerce, très largement. Donc, je touchais un peu toutes les branches du commerce, liées au milieu commercial. Puis après, je me suis dirigée vers des études spécialisées dans le sport. OK. Mais ça, comment ça t'est venu? C'était pendant que tu étais au collège que... Bon, j'imagine que ça fonctionne un peu comme nous. À un moment donné, il faut penser à ce qu'on veut faire plus tard. Ouais, c'est ça. Nous, c'est au lycée qu'on commence à penser à ce qu'on va faire après. OK, d'accord. Y penser plus sérieusement parce que c'est après le lycée qu'il faut se diriger vers des études supérieures et c'est là qu'il faut faire un choix. Donc, c'est ça. J'ai commencé à y penser à la fin du lycée, mais à ce moment-là, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, j'ai juste choisi ça un peu par défaut. OK, par défaut. Ouais. OK. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait ça. Puis après, je me suis spécialisée dans le milieu sportif justement parce que j'adorais le sport et qu'il fallait à un moment donné bien que je me spécialise dans un milieu plus qu'un autre. Donc ça a été le sport plus au début par passion et finalement j'ai trouvé plein de bonnes raisons de me diriger vers ce milieu-là. Mais là, c'était pour, en plus de jouer à des sports, c'était d'en faire carrière. D'en faire carrière d'un point de vue, pas d'un point de vue sportif, pas moi en tant que sportive, mais pour développer le sport sur un territoire ou pour permettre à des personnes qui sont en situation de handicap de pratiquer un sport, de organiser des événements sportifs. OK, t'avais déjà l'aspect handicap qui était... Pas pendant mes études, mais moi à la fin de mes études, c'est ça qui m'intéressait le plus. C'est rendre la pratique sportive accessible à tous. Et comment c'est venu ça? Est-ce que t'avais été en contact avec des gens qui avaient des handicaps ou non, jamais vraiment en fait. En tout cas dans mon entourage personnel, non. Mais je trouve ça, moi qui suis une passionnée de sport, je trouve ça important que tout le monde puisse y avoir accès. Je trouve ça vraiment, le sport c'est génial d'un point de vue, c'est génial pour la santé, à la fois mentale et physique. C'est génial
parce que ça permet de se dépenser, de rencontrer des gens, de socialiser, etc. Puis je trouve ça important que tout le monde y ait accès. Sauf que concrètement, il faut quand même que tu vois comment tu peux rendre ça possible. Oui. Est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est concrétisé? Comment ça? Ben, je veux dire, comme toi, là, quand tu étais là-bas, est-ce que, à un moment donné, je sais pas, est-ce que tu as vu des équipes sportives? Est-ce qu'il y a comme un équivalent de l'ASAM là-bas? Est-ce que tu as été en contact? Moi, j'ai pas été en contact personnellement, mais c'est sûr qu'il existe des choses. Il existe une fédération handisport. Il y a une fédération sport adapté. Sport adapté, c'est donc pour les personnes qui ont un handicap plus mental. OK. Puis la fédération handisport, c'est plus un handicap moteur. Puis c'est ça, il y a des clubs un peu partout en France, des clubs de sport pour ces personnes-là. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses à développer pour que ce soit encore plus accessible et qu'il y ait encore plus de monde qui puisse y avoir accès. Et est-ce que tu as vu comment c'est venu, ou si j'arrive trop vite à ça, tu me le diras, mais comment t'en es venu à voir, admettons, l'ASAM? Comment j'ai connu l'ASAM? Oui. Ben, en fait, je voulais partir à l'étranger et donc avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Et puis au début, je devais travailler au Centre d'action bénévole de Montréal avec Stéphanie. Oui, avec Stéphanie Carrasco. Stéphanie Carrasco, okay. Exactement. Puis elle, justement, de par mon parcours, elle qui était aussi à l'ASAM, bénévole très active à l'ASAM, elle m'a proposé de plutôt faire ma mission dans l'association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Ce que j'ai accepté tout de suite parce que ça correspondait parfaitement à mes études et à ce à quoi j'aspirais. Donc j'étais vraiment contente de cette proposition. Mais le centre d'action bénévole, comment t'avais entré en contact avec eux? En fait, je fais ce qu'on appelle en France un service civique volontaire. OK. Donc c'est un programme de volontariat en France pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et puis là, c'était une collaboration entre une association française puis le CABM. OK. C'est ça. Eux étaient en contact les deux. Puis c'est l'association en France qui m'a recrutée, puis qui a suggéré au CABM ma candidature. Puis le CABM a dit oui, et là on est rentré en contact. OK. Là, de là est arrivée Stéphanie. C'est ça. De là est arrivée Stéphanie. Et puis c'est là qu'elle m'a proposé, on avait fait un premier Skype pour parler de ma mission, etc., de mon arrivée. Puis on a fait un deuxième Skype un peu plus tard où là elle me proposait l'association des sports. Et est-ce que c'était ton premier voyage que tu faisais? Non, j'étais déjà venue à Montréal en fait. OK, t'étais déjà venue à Montréal. Il y a 4 ans, j'ai fait un stage à Montréal. OK. Pendant mes études. C'était ma 2e année d'études. Et là, est-ce que c'était pendant que t'étais toujours dans le sport? Non, là c'était quand j'étais dans mes études dans le commerce. OK. Ouais. Et là, quel genre de... début. Excuse-moi. Quel genre de stage que c'était? C'était un stage dans la Société pour les enfants handicapés du Québec. Ah, OK. Donc, là, un lien quand même avec le handicap. Ouais. Okay. Et puis là, c'était beaucoup, surtout de l'événementiel, un peu de communication aussi. Mais c'était le début de mes études, donc c'est le genre de stage où on fait pas grand-chose et où on fait juste des petites bases de données ou pas des choses très intéressantes. Vous êtes pas très impliqués. Non, c'est ça, on n'est pas très impliqués, puis on est encore jeune, donc on connaît pas encore le monde professionnel, c'est difficile de savoir, d'être autonome dans son travail, etc. En plus d'être loin de son pays. Ouais, exactement. Comment ça s'était passé, ça? Est-ce que tes parents étaient très inquiets? Oh non, c'est pas le genre inquiet, mes parents. Non? Non, ils étaient contents pour moi que je parte. Puis... Que tu veuilles partir et que tu le fasses? Ouais, au contraire, ils étaient contents. Okay. Ils demandent que ça. OK. Et donc ça s'est très bien passé. C'était juste 3 mois, c'est pas si long. 3 mois, ça passe très vite. Oui. Ça peut faire peur, mais ça passe très vite. Et puis c'est ça, on était 3 personnes de ma promotion étudiante à partir. Donc j'étais quand même avec 2 autres Français que je connaissais. Donc c'était pas partir seule à l'inconnu total. Que tu connaissais déjà bien ou que tu as connu plus dans le cadre du voyage? Je les ai connus plus dans le cadre du voyage. OK. Ouais.
Et là, vous êtes arrivé ici, vous aviez un appartement, comment ça fonctionnait? Ouais, c'est ça, on a trouvé un appartement avant de partir, depuis la France. On a regardé Kijiji tous les jours pendant des semaines avant de trouver quelque chose. Puis on s'est trouvé une colocation tous les 3. Pendant des semaines, ça se fait quand même pas, là, en claquant des doigts. Non, c'est ça se fait pas en claquant des doigts. Je sais plus exactement combien de temps ça nous a pris, mais ça n'a pas été tout de suite fructueux. Et là, vous avez trouvé les 3 ensemble, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on voulait. On voulait trouver une colocation tous les 3. On s'était mis d'accord, puis on a trouvé. Donc là, votre stage, comme tu dis, ça n'a pas été le stage le plus épatant, là, dans le terme de tâches à faire. Oui, c'est ça. C'était pas le plus enrichissant professionnellement, mais moi, en tout cas, dans ma structure, j'étais très contente de travailler pour cette structure-là, une société pour les enfants handicapés. Et c'était quand même très intéressant, malgré le fait que j'ai pas fait des choses très intéressantes. Mais je pense que les premiers stages, c'est beaucoup ça, et je pense que c'est normal, en fait. Mais ça t'a quand même permis de connaître Montréal, Oui, c'est ça. En fait, pour moi, ce stage, ça a plus été une expérience à l'étranger plutôt qu'une expérience professionnelle. OK. C'est comme une occasion de voyager, de rester 3 mois. Mes plus gros souvenirs, c'est ce que j'ai fait en dehors de mon stage, en fait. C'est sûr que je me souviens de ce que j'ai fait pendant mon stage, mais le plus gros de mes souvenirs et de mes beaux souvenirs, c'était tout ce que j'ai fait autour, la découverte d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays, c'est ça, d'une nouvelle culture. Et là, la question que je vais te poser, c'est parce que je vais faire un lien, bien sûr, avec ce qui s'est passé par la suite, parce que je t'ai demandé avant d'ouvrir le micro, parce que là, je vais présenter les gens un peu dans le contexte, là, c'est que au moment où on se parle, tu as déjà quitté le Québec. Et là, je sais que ça fait drôle à dire comme ça, mais tu as déjà quitté le Québec. Mais bon, la première fois, après ton premier stage, est-ce que tu avais l'idée de revenir? C'est sûr que quand c'était encore tout frais, que je venais de partir, c'est sûr que je m'étais dit, j'aimerais ça revenir à Montréal, mais c'était pas un projet fixé où je m'étais dit, c'est sûr, je vais revenir à Montréal, je veux revenir. C'était pas prévu. En fait, là, je suis revenue à Montréal, mais c'était plus du hasard qu'autre chose. Je voulais aller à l'étranger et j'ai trouvé cette mission à Montréal. OK, malgré tout, c'est demeuré du hasard. Là. Ouais. Ça c'est comme... Puis les 2 fois, ça a été du hasard, parce que pour mon premier stage, ça a été mon université qui avait une coopération avec un cégep ici à Montréal. Donc c'était cette opportunité-là, sinon je serais même pas partie à l'étranger pour faire mon stage. Ah, carrément pas à l'étranger. Ouais, non, c'est ça. J'aurais fait mon stage sûrement en France, très probablement. Là, c'était une opportunité de partir à Montréal, donc j'ai soumis un dossier, puis j'ai été sélectionnée. Et là, cette deuxième fois, je voulais partir à l'étranger, faire du volontariat, mais j'avais pas de pays en tête. Je voulais juste trouver une mission qui me corresponde. Et ça a encore été Montréal. C'est le destin. Mais donc, t'avais pas comme de plan B, là, où Montréal était pas ton plan B, là. C'était... Non, c'est ça. OK, d'accord. Et là, entre le temps où entre ton premier stage et ton occasion de travail, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as-tu fait d'autres voyages ou si ça s'est concrétisé plus par chez toi? Dans ce temps-là, j'ai continué mes études. C'est là que je me suis spécialisée dans le sport. Oui, OK. C'est ça. Là, j'ai fait 3 ans d'études supplémentaires dans le sport. Et j'ai pas fait d'autres voyages pendant ce temps-là. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ça a été compliqué. Puis c'est ça. Là, vraiment, j'ai fini mes études l'année dernière. Et je voulais vraiment partir à l'étranger après mes études, avant de commencer à travailler réellement. Et c'est pour ça que je suis ici. OK. Donc là, on parlait de Stéphanie qui t'avait comme plus proposé de faire ton emploi. Comment on qualifie ça? C'était ça? C'était quand même un contrat de travail? Oui, c'est ça. C'était quand même du travail parce que je suis payée, mais je suis pas payée par l'association, je suis payée par l'État français, en fait. OK. Mais, pardon. Qu'est-ce que je disais? C'est ça, je te demandais dans le fond, c'est ça. Non, oui, c'est ça, c'est considéré comme du travail. On appelle ça du volontariat, mais on est payé, mais on n'est pas payé un vrai salaire.
par exemple. OK. Et là, Stéphanie, t'as parlé de la SAM. Forcément, tu trouvais que ça correspondait plus à tes goûts, puis à ton envie, probablement. Oui. Et là, une fois arrivé ici, comment ça s'est passé? J'ai eu froid. Oui, parce que là-bas, c'est pas le même climat non plus. Non, c'est ça, il fait bien plus froid ici, mais non, je dis ça en rigolant parce que je m'attendais quand même à pire. Ah oui? Ouais, je m'attendais à pire. Il a fait très froid, mais disons que j'avais prévu le coup, j'avais acheté un gros manteau, puis j'avais prévu tout le matériel d'hiver. Oui, parce qu'on a eu un hiver quand même relativement froid. Ouais, j'ai échappé à la grande vague de froid, je suis arrivée après la grande vague de froid que vous avez eue, mais quand même, j'ai vu du moins 15, moins 20 ressentis. C'est quand même beaucoup. Tu étais arrivée quelle date? Je suis arrivée en février. OK. Ouais. OK, d'accord. Donc, le froid. Oui, puis c'est ça. En fait, je redécouvrais Montréal, comme j'avais déjà fait un stage à Montréal. Mais Ouais, c'est vrai, la première fois, c'était à quel moment de l'année? La première fois, c'était de avril à juin. Oh là là, OK. Donc fin printemps. Exactement. Début été. Ouais, c'est ça. OK. Donc, j'avais pas connu le froid. OK. Mais c'est ça, donc là, j'ai juste redécouvert Montréal, mais totalement sous un angle différent, parce que j'ai pris quelques années, je suis sûrement plus mature, j'ai sûrement d'autres envies, d'autres centres d'intérêt, donc j'ai redécouvert Montréal d'une manière différente. J'ai eu beaucoup de nostalgie, nostalgie, je sais pas si on peut dire nostalgie parce que j'y étais, mais beaucoup de souvenirs qui me sont revenus à revenir dans cette ville, des souvenirs que j'avais un peu oubliés, puis de revenir, ouais, ça m'a vraiment procuré beaucoup d'émotions, ouais. Dans le positif. Oui, dans le positif, bien sûr. J'étais très contente de revenir. OK. Puis je suis contente d'avoir vu Montréal sous la neige, totalement enneigé, c'est beau aussi à voir. Et là, est-ce que c'était le même principe? C'est avec colocation? Là, t'étais toute seule? Là, je suis arrivée totalement seule à Montréal, mais c'est ça, je voulais faire une colocation ici parce que je trouvais ça dommage de vivre seule et c'est difficile de rencontrer du monde quand on arrive seul dans une nouvelle ville, un nouveau pays. Donc c'est ça, j'ai recherché une colocation. Au début, je suis arrivée un peu précipitamment. J'ai pris mon billet une semaine avant le départ parce que j'ai eu mon visa au dernier moment. Le départ s'est fait rapidement. OK, donc tout l'aspect là, tout l'aspect logement, etc. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je savais même pas que j'allais partir à ce moment-là. Donc j'ai juste pris un Airbnb, donc une chambre chez l'habitant. OK. Donc c'est ça, pendant 3 semaines chez l'habitant, j'ai essayé de trouver une colocation, j'ai fait plein de visites. Après j'ai changé pour aller ailleurs. Puis j'ai continué à faire des visites, ça m'a pris 1 mois et demi pour trouver l'endroit où j'allais vivre. Puis là c'est ça, j'ai trouvé une colocation avec 2 Québécois, on est 3, dans le quartier de Villeray, c'est très très sympa. OK, donc tu as trouvé satisfaction ouais. À ce niveau-là, ouais. Avec de la recherche. Avec, ouais, c'est ça. Et là, à la SAM, comment que ça a été quoi, mettons, ta première activité à la SAM? Ma première activité à la SAM, ça a été, je pense, la randonnée pédestre au Mont-Royal. OK, dans le groupe de marche? Ouais, c'est ça, le groupe de marche. Mais en fait, la première personne que j'ai vue dans le cadre de ma mission à la SAM, ça a été Stéphanie, le lendemain de mon arrivée à Montréal. Que tu as rencontré en personne? Dans cette salle où on est actuellement. Ah, d'accord. Ouais. Puis c'est ça, là elle a commencé à me parler de tout ce que j'allais faire à l'association, puis j'ai commencé à prendre peur de tout ce que je devais faire à l'association. Ah, pour vrai, à ce point-là? Non, pas à ce point-là, mais c'est vrai que je venais tout juste d'arriver et que je me disais waouh, je vais faire tout ça pendant 8 mois. On t'immergeait là, ouais, c'est déjà ça, dans un paquet en même temps c'était bien, mais c'était nécessaire. Est-ce que c'était comme un peu, on pourrait dire, le contraire de ton stage? Là cette fois-ci, on t'arrivait vraiment avec des choses très concrètes. Des projets, des vraies missions qui me sont confiées, etc. Mais j'étais très contente d'entendre tout ça, mais c'est vrai quand
quand on arrive dans une nouvelle structure, même si c'est pas à l'étranger en fait, il y a toujours un temps de s'adapter, puis de comprendre l'association, son organisation, son fonctionnement. C'est ça. Donc, tu disais, t'avais été au groupe de marche. Ouais, je pense que la première activité que j'ai faite, c'est la marche au Mont-Royal. OK. Je me souviens que j'étais avec Irma. J'ai guidé Irma. Irma Lapierre. Oui. Qui est la responsable de ce groupe de marche. C'est un groupe assez dynamique avec pas mal de gens aussi, là. Ouais, il y a quand même, c'est un gros groupe, il y a quand même du monde, puis ils sont très dynamiques, je dirais. Ouais, c'était une belle première expérience. Puis c'est ça, en fait, j'étais censée être sa guide à Irma, mais je me suis pas mal sentie guidée par Irma en même temps. C'est drôle. C'est-à-dire que je la guidais parce qu'elle me tenait pour éviter les trous, etc., puis pour la diriger au bon endroit. Mais c'est elle qui me disait, ben là, bientôt, on va passer devant un cimetière sur ta gauche. Ah, ben oui, tiens, il y a un cimetière sur ma gauche. OK, elle pouvait quand même t'amener des éléments. Exactement. J'allais dire historiques, là, mais des éléments factuels, puis historiques aussi un peu. On nous racontait des choses sur l'endroit où on était, etc. Ah, c'est que c'était comme un peu un échange de bons procédés. Exactement, ouais, c'était vraiment une belle expérience, j'adorais ça. C'était intéressant. Ouais. Et là, c'était quoi un peu qu'on te demandait de faire, là? Parce que tu dis, bon, j'ai pris peur un peu de tout ce qu'on me demandait, mais c'était quoi tes principales occupations, tes principales missions qu'on te demandait? Mes missions, en gros, c'était tout le volet communication pour l'association. OK. Ouais, c'est ça. Et puis là, la SAM était en train de changer de nom. Donc, il y avait tous les outils promotionnels à refaire, à réactualiser. C'est vrai, ça venait juste de se faire, ça, là quand c'est... C'était pas encore officiel, mais c'était en train de se faire. Okay. La procédure était en cours. Ça que t'as vécu ça un peu. J'ai vécu la transition, ouais. OK. On avait un nouveau logo, donc il fallait remettre ce nouveau logo sur tout le matériel promotionnel. Puis, de toute façon, le matériel promotionnel était pas tellement... Il était comme à refaire, là. C'est ça, il était à refaire. Il était un peu obsolète. C'était bien de tout refaire. Ouais. Puis il y avait le site internet à changer complètement aussi. C'est ça, toutes sortes de choses à revoir. OK. Ça que là, c'était toi qui était comme un peu là la leader là de tout l'aspect communication. Avec Stéphanie beaucoup, parce qu'elle m'a beaucoup aidée, surtout au début, mais ouais, on peut dire ça. OK. Ouais. Et dans le temps que tu as été ici, tu as eu le temps de faire beaucoup de choses? Ben oui, quand même, j'ai fait beaucoup de choses puis très différentes et j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Mais pour ce qui est, vu qu'on parlait du matériel promotionnel, pour ce qui est de ça, j'ai aussi travaillé avec une graphiste bénévole qui nous a aidés sur cet aspect-là. Puis là, on va bientôt lancer les impressions. C'est quasiment terminé. OK. On va lancer les impressions des cartes d'affaires, puis des brochures. Des bannières aussi. Ça va être de finaliser là, tout ce sur quoi tu as travaillé. C'est la dernière étape. Okay. J'espère les voir bientôt, parce que j'ai envie de voir ça. Ben, c'est normal, hein, parce que tu as travaillé là-dessus quand même un bon moment. Ouais. Et c'est là, j'imagine que ce matériel-là va demeurer un certain temps, parce que là... Oui, normalement, on en a pour un moment, là, puis avec ce nouveau logo. Ça va être actuel, ça va être... tout récent. Ouais, ça donne un coup de punch à la SAM. Oui. Un coup de jeune. on parlait justement de l'âge, hein, tantôt, un petit peu, là, tout ça fait partie de la visibilité, je pense aussi. Oui. Ouais. Parce que tu as fait le groupe de marche, mais tu as participé aussi à d'autres activités. On en parlait tantôt, il y avait l'escalade, donc on va y revenir. Tu as fait du vélo tandem aussi. Ouais. Et comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'est... Vous en faites du vélo tandem? Ben, je dis vous, mais... Vous les Français. Oui. Moi, j'en avais jamais fait. OK. Ben, c'est sûr qu'il y en a aussi en France, mais moi, j'en avais jamais fait avant de venir ici. Et puis, j'ai trouvé ça... j'avais un peu peur avant d'en faire, mais j'ai pas trouvé ça si compliqué, finalement. J'ai l'habitude de faire du vélo, je suis assez à l'aise en vélo. Donc, c'est pas si compliqué. Mais en tandem, on sent quand même qu'on a une responsabilité, on se sent... c'est-à-dire que
quand je suis en vélo, je peux souvent être dans la lune quand je suis seule et pas faire attention spécialement à ce qui m'entoure. Ah, ok. Parce que je suis quelqu'un d'un peu tête en l'air. Je sais pas si vous avez cette expression. Oui, au oui, Québec. tout à fait. Ok. Mais alors là, quand je suis sur un tandem avec une personne malvoyante en arrière, c'est sûr que je fais attention à tout et que je suis beaucoup plus vigilante et que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup plus. En tout cas. Pour pas mettre comme la sécurité de l'autre personne en danger. C'est ça, faut pas mettre l'autre personne en danger. Puis, en même temps, c'est beaucoup plus convivial en vélo tandem. Faire une randonnée de 50 km seul ou en vélo tandem, ça a rien à voir. C'est ça, en vélo tandem, on peut jaser pendant des heures et découvrir l'autre personne Oui, en profiter, là, pour jaser. Partager la douleur du vélo. Ça passe plus vite, je trouve. Mais là, je vais poser une question parce que moi, je l'ai jamais vraiment vécu, là. Est-ce que physiquement, faire du vélo seul ou faire du vélo tandem, est-ce que c'est très différent? Est-ce que... Ben, pas tant que ça. Je pense pas que l'un ou l'autre soit plus physique. Je pense que... Moi, je trouve ça plus facile presque de faire des longues distances en vélo tandem parce que justement, psychologiquement, on n'est pas seul. On est deux et on s'encourage à deux, je trouve. Donc psychologiquement, je trouve ça moins dur. OK. Ouais. Donc l'aspect d'être deux fait en sorte que tu oublies un peu l'aspect... C'est ça. Mentalement, on s'encourage. S'il y a une côte, on se dit allez, on pédale. On est deux, là. On est deux. Mm-hmm. Donc on peut s'encourager et mentalement, c'est plus facile. OK. Ouais. Ah, d'accord. C'est intéressant quand même comme point de vue. Moi, j'ai seulement le point de vue de la personne en arrière. Ouais. Et là, tu as fait plus que 50 km, je pense, parce que je sais qu'on a fait une randonnée une fois ensemble, ouais. Qu'on était plus près du 70. Oui, 50. On a fait, je pense qu'on a fait 70, ouais. Oui, quand on est allé à Saint-Hilaire, oui. Ouais. Mm-hmm. Ça commence à être quelque chose, 70 ouais, je pense kilomètres. que j'avais jamais fait ça seule, même. Ah, OK. Ouais. D'accord. Je pense. Et il faisait chaud, en plus. Oui. Il faisait chaud. C'était quelque chose, mais ça a été parce qu'on était un gros groupe et on était ça sur un tandem, c'est convivial et ça se passe quand même bien. OK. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre comme activité à la SAM? Est-ce que tu as fait t'as pas fait l'aquaforme, t'as pas fait... Non, cet hiver j'ai fait des raquettes et du ski de fond. OK. Ah oui, t'as fait la raquette et le ski de fond. Ouais, j'ai fait les deux. Alors le ski de fond, c'est vraiment, ça fait vraiment peur. Là, on se sent vraiment responsable de l'autre personne. Plus qu'en vélo? Oui, c'est vraiment différent. En ski de fond, faut vraiment penser à tout et à dire chaque détail, si ça descend, si ça monte, s'il y a un virage, s'il y a un obstacle sur la piste de ski, c'est vraiment particulier. Puis ça peut si ça descend un peu, ça peut aller vite et là on peut perdre le contrôle. Si je tombe en arrière et que la personne malvoyante est encore devant moi et qu'elle continue, je peux juste plus rien faire. J'ai pas le contrôle sur les choses. Alors que sur un vélo tandem, j'ai plus le contrôle. Et est-ce qu'il est arrivé des petits incidents ou si non. somme toute ça a bien été? Non, ça a quand même bien été, mais j'avais beaucoup d'appréhension à faire ça. OK. Mais ça a très bien été. Donc, tu as fait du sport d'hiver, tu as fait du sport d'été. Ouais. Et comme je le disais tantôt, vous avez fait, et ça, j'en parle avec un petit peu j'allais dire de jalousie, là, on n'ira pas jusque-là. Ah. Mais j'aurais aimé ça l'essayer, l'escalade. Ah ouais? Seulement, je pouvais pas. Parce que ça se faisait la semaine. Mais tu disais en avoir déjà fait par le passé. Ou moi, j'en fais beaucoup. J'en ai fait par le passé et là, j'en fais encore beaucoup. OK. Ouais, j'adore ça. Et c'est ça, c'est un peu moi qui ai initié un peu le projet. Puis avec Geneviève, on a mis ça en place. Pardon. Et c'est ça, on était un groupe de 6 au total, donc 3 personnes, non, on était un groupe de 12 en fait. Oh, OK. 6 personnes malvoyantes et 6 personnes... 6 accompagnateurs, c'est ce qu'il y a? Non, en fait, on était 5 et 5, je m'excuse. OK, donc 5 10. et 5, donc okay. 10. Et ça a super bien été. C'est sûr que les personnes malvoyantes ont trouvé ça dur, parce que l'escalade, c'est un sport très, très forçant sur les bras, qu'on n'a pas beaucoup de force dans les bras, c'est très dur de soulever tout son corps, puis en plus de ça, ils voient pas les prises, donc
Ouais, c'est bien, parce que c'est beau d'avoir même la force pour se soulever, mais il faut savoir quand même vers où mettre ses mains et mettre ouais, oui. c'est ça. Et puis même ses pieds. Ouais, c'est quand même particulier, mais ils ont relevé le défi, je trouve super bien. Ça a super bien été. Puis quand même nous, quand on assurait les personnes qui grimpaient, on les guidait beaucoup pour leur dire t'as une prise à droite de ton pied ou au niveau de ton genou droit. C'est beaucoup d'indications à donner. Et puis ça se passe bien. Et est-ce que tu penses, admettons, si on considère avant de faire l'exercice et après, est-ce que tu penses que il y a des non-voyants qui pourraient aller plus loin dans cette activité-là? Oh oui, j'en suis sûre. Oui? Oui, je pense vraiment. Avec de la détermination, puis avec... C'est ça, un peu de courage, un peu de détermination, puis un peu d'équilibre et un peu de force physique. Oui. Ouais. Mais l'escalade, c'est vraiment un sport où il faut être entraîné pour s'améliorer. Si on en fait régulièrement, on peut vite s'améliorer, mais la première fois, l'escalade, ça peut jamais être très fluide. OK, donc c'est normal que... C'est normal d'avoir un peu de misère au début quand on commence l'escalade. Que l'on voit ou que l'on voit pas. Ah oui, qu'on okay. voit ou non. Oui. D'accord. Écoute, ça va super bien, je trouve, l'entrevue, c'est super intéressant. Bon. Et moi, ce que je voudrais, maintenant qu'on parle, parce que moi j'ai trouvé ça très, très amusant, c'est que parce que là, on a parlé beaucoup de l'aspect, de l'aspect travail, de l'aspect de l'association, un peu la perception des non-voyants, par rapport au vélo, au ski, à l'escalade, la marche, que même les gens pouvaient des fois t'amener des éléments que tu connaissais pas. Ouais. C'est quand même intéressant. Là où moi je voulais en venir, c'est que et là tu me disais tantôt, t'es arrivé au mois de février, et quand ça s'est passé, tu venais presque juste d'arriver. Et là, je fais allusion à la soirée qu'on avait passée ensemble, à la soirée d'humour. Oui. On avait obtenu des billets. Ouais. Et là, on s'est ramassé dans une soirée où il y avait, je pense 10 ou 12 humoristes différents. Ouais. Et là, je me demandais bien qu'est-ce que tu allais tirer de cette soirée-là. Parce que je me disais, ça parlait de toutes sortes de façons, ça parlait des fois de façon assez crue. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Comment que ça a été pour toi? C'est ça, c'était pas mal au début de mon voyage. Ben oui. Et honnêtement, il y a beaucoup d'humoristes que je ne comprenais absolument pas. Ils parlaient vite et puis ils avaient certains avaient un accent assez fort. Puis beaucoup d'expressions québécoises aussi que je ne connais pas du tout. Même si là je commence à me familiariser avec les expressions québécoises, j'ai trouvé ça drôle, mais on a quand même un humour différent ici en France, je pense. Ah, ok. Ouais. Puis, c'était quand même drôle, mais je pense que l'accent me faisait plus rire que l'humour qu'ils étaient en train de faire. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir d'autres spectacles? Pas d'humour, non. Pas d'humour? Non. De d'autres ordres? Oui, beaucoup de concerts parce que le festival, Montréal, c'est un peu la ville des festivals. L'été, je suis impressionnée du nombre de festivals qui s'enchaînent là depuis le mois de juin. Ça s'est un peu enchaîné. Juin, juillet, août, puis même, je pense qu'en septembre il y en a aussi. Et tu es allé là, Je suis allée à plusieurs festivals, voir surtout des concerts. Je suis allée au festival des Nuits d'Afrique, au festival de jazz, au Francofolie. Puis en plus, je suis impressionnée, il y a plein de concerts gratuits. Oui. Ouais, même de vedettes entre guillemets, de chanteurs assez connus. Des assez gros noms là, quand même, qui offrent des concerts extérieurs gratuits. Est-ce que tu es allé voir les feux d'artifice? Oui, c'est vrai, j'y suis allée 2 fois. Je suis allée voir les feux des Philippines, puis la finale des feux. OK. Ouais, j'ai adoré ça. C'était le plus beau feu d'artifice de ma vie, je pense. La finale? Non, j'ai préféré celui des Philippines. OK. Ouais. Mais les deux étaient très beaux. Les deux étaient très beaux. C'est vraiment impressionnant. Puis au bord de l'eau, c'est super beau. Oui, l'aspect de la façon que c'est configuré. C'est ça, c'est super bien situé. Les feux partent et puis c'est juste au-dessus du fleuve.
Ouais. Donc ça aussi, ça a été une belle expérience. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire au Québec et que tu as fait? Ou inversement, que je voulais faire et que j'ai pas fait. Ouais. Tu parles du festival? En général, admettons un objectif que tu t'étais dit, ça, je vais faire ça, ou... Ben, un objectif, c'était d'aller jusqu'en Gaspésie. OK. Puis, je vais le faire. Ah, OK. Ouais. D'accord. OK. Donc, je suis contente. Ouais, j'avais envie de voyager. Puis, j'avais très envie de voir des baleines et j'en ai déjà vu. Donc, ça, c'est objectif rempli. Mais non, sinon c'est ça, beaucoup profiter d'être ici pour voyager aussi dans le Québec. C'était surtout ça que je voulais faire. OK. Et qu'est-ce que tu as trouvé, je dirais, le plus difficile ou le plus différent? C'est peut-être un côté un peu plus, disons, négatif. Bah, si je devais donner un côté négatif, c'est peut-être la nourriture. Ah oui? Et le vin. Le vin? Ah ben oui, mais là... le cognac qui me manque. Ah, mais en France, vous êtes quand même assez réputé pour avoir du bon vin. Ouais, puis c'est ça, le bon fromage, la bonne charcuterie. Ici, si on veut quelque chose de très bon, c'est très vite super cher. OK. Alors qu'en France, c'est quand même plus accessible. Oh oui, on peut se faire des très bons vins et fromages et des charcuteries pour pas très cher. Là, quand même. Ouais, c'est ça, en France, c'est quand même alors qu'on peut payer 8 € notre café, mais ça, c'est un autre bon, dossier. Ça, c'est juste à Paris, hein, je pense. Oui, c'est vrai. Puis en plus que j'ai juste Paris comme référence. Ouais, donc faut pas prendre ça comme référence. Paris, faut... c'est à part. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, au moins quand je suis allé à Paris, j'ai bien bu et j'ai mangé beaucoup de bon pain et du bon fromage. Ça fait que... Écoute, Lucille, je crois qu'on va faire la pause, puis après la pause, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles, je sais que je te l'ai demandé à micro avant d'ouvrir le micro, mais de tes projets, ou du moins de ce que tu aimerais comme projet dans un futur assez rapproché, assez près. Donc, si tu veux nous en parler un peu, puis on va conclure l'émission là-dessus, après la petite pause que voici. Okay. Donc, on fait la pause. Notre invitée s'appelle Lucille Lebiet. À notre prochaine émission! Autre personne qui a perdu la vue en cours de vision et qui nous raconte toute l'adaptation que cela lui a demandé pour reprendre sa vie en main, mais n'oubliez pas, adaptation ne veut pas dire impossibilité. Steve Martin à notre rendez-vous du 23 novembre. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Lucille Lebiet. Lucille, bon, comme on disait avant la pause, je te demandais un peu c'était quoi tes projets pour l'après travail à Montréal et qu'est-ce que tu as à nous dire à ce propos? Ben pour le moment, dans un premier temps, je vais rentrer en France. Oui. Ça, c'est une étape. Puis, j'ai un peu un gros point d'interrogation sur ce que je vais faire plus tard. Soit je vais juste chercher du travail en France, puis essayer de démarrer un peu ma carrière professionnelle là-bas. Soit j'aimerais beaucoup en fait continuer à voyager, aller découvrir d'autres pays, ou peut-être revenir à Montréal parce que j'ai vraiment adoré Montréal et la vie ici, malgré le froid hivernal. Mais c'est ça. En fait, un des objectifs de vie, entre guillemets, c'est d'être bilingue en anglais, puis pourquoi pas trilingue. Donc j'aimerais ça aussi, partir dans un pays totalement anglophone et là de m'immerger totalement. Ah oui, tu serais prête à ça? Ben, je veux dire, peut-être pour une durée de 6 à 1 an ou plus si ça se passe bien, mais ouais, j'aimerais ça aller dans un pays puis être immergée totalement et être obligée de parler la langue, donc l'anglais ou l'espagnol en l'occurrence. Est-ce que tu as une base en anglais? Oui, j'ai une base en anglais, mais je suis très mauvaise. Surtout par rapport à vous, les Québécois, je me sens encore plus nulle qu'avant. On se moque beaucoup de mon accent ici. Oh. Mais en même temps, non, mais c'est légitime, on a un très mauvais accent. Enfin, moi, j'ai un très mauvais accent en tout cas. Donc c'est ça, j'aimerais beaucoup, à la fois personnellement et professionnellement, je pense que c'est important de maîtriser l'anglais.
Donc c'est ça. J'aimerais continuer à voyager, avoir d'autres expériences professionnelles à l'étranger. Donc, est-ce que ça serait j'allais dire, forcer à justement voyager, avoir plus comme d'occasion de voyager, ou de laisser un petit peu aussi les choses aller, comme pour le retour à Montréal ou des trucs comme ça? Je pense que si je veux retourner à l'étranger, ce sera forcément un peu forcé. Je pourrais pas laisser aller les choses. Parce que c'est difficile de trouver. Ça se présente pas, là, comme ça. Non, c'est ça. Je vais pas avoir une opportunité qui va s'offrir devant mes yeux. Faut vraiment que j'aille le chercher si je veux partir à l'étranger. Même revenir à Montréal, je pense qu'il faut que je force un peu les choses. D'accord. Et est-ce que, par rapport au handicap visuel, est-ce que ça t'a donné envie peut-être de poursuivre avec cette clientèle-là? Est-ce que c'est une clientèle que tu es à l'aise? Oui, maintenant je me sens vraiment à l'aise après le temps passé ici et à la SAM. Le ski, puis ouais. Non, vraiment, je suis contente. J'avais jamais connu de personne malvoyante dans mon entourage et je suis contente d'avoir vécu cette expérience. Puis si j'ai une opportunité de travailler encore auprès de ce public-là, ce serait avec grand plaisir, mais je suis pas fermée à ce public-là. Je veux dire, je serais aussi très contente de travailler avec un autre public. OK. Parce qu'en France, vous êtes quand même assez avancé aussi, je crois, technologiquement, avec les handicapés visuels. Moi, ce que j'entends, c'est que les handicapés visuels sont assez bien servis. C'est ça, je connais pas vraiment, je dois te l'avouer, mais je trouve que j'ai l'impression que vous êtes bien servis ici aussi. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'en France, on a beaucoup d'aide justement pour toutes les personnes qui sont un peu vulnérables ou qui ont un handicap. Il y a pas mal d'aide en France, ouais. En tout cas, moi, je me fais c'est sûr qu'un de mes objectifs, c'est de retourner en France et d'élargir au niveau de, pas juste Paris. Que tu prennes des cafés à 2 € plutôt que 8 €. Et d'aller voir peut-être un peu ce qui se passe au niveau, justement, des handicapés visuels. Ah ouais, ok. Mm-hmm. Mais moi, en tout cas, ce que je te souhaite, puis je sais que tu vas y parvenir parce que tu me sembles quand même assez fonceuse, puis tu me sembles quand même assez déterminée dans la réalisation de tes objectifs, c'est de, justement, si tu reviens au Québec, à Montréal, ce qu'on souhaite, ouais. Parce que je pense que tu as rencontré plein de gens, je pense que de par ton implication, je crois que les gens t'ont beaucoup apprécié. Et en tout cas, moi, je t'ai beaucoup apprécié. Et c'est ça, je crois que je te souhaite, dans le fond, ce que toi, tu souhaites. Donc, si tu veux revenir et que tu veux élargir, que tu veux continuer ta visite, là, tu parlais tantôt de la Gaspésie, mais il y a plein d'autres beaux coins et tout ça, plein d'activités. Ouais. Je te souhaite de pouvoir élargir à ce niveau-là. Et je te souhaite également, si c'est dans d'autres pays, dans d'autres langues, parce que moi, on m'a dit que la passion des langues, je l'ai pas vraiment. C'est vrai. Mais t'es toute jeune, ça fait que c'est encore facile d'apprendre. Ouais. Et quand on a le goût et l'intérêt, là, c'est encore mieux. Oui, c'est sûr. Donc, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté aussi de participer à Connaissez-vous. Merci à toi. Parce que tu disais que t'aimais pas beaucoup parler de toi. Hein? Non. Il a quand même fallu que j'insiste un peu. Ouais. Et je suis content de l'avoir fait parce que, à mon avis, ça a donné un très bon résultat. Bon. Donc, je te remercie énormément. Je te souhaite tout le succès possible dans la poursuite de ta carrière. Et les gens à la maison, je vous invite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À
l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.